Europe 1, 8h17, François Fillon est l'invité de Jean-Pierre Elkabbach. Bienvenue François Fillon. Bonjour. Merci d'être ici avec nous. Bonjour. Comment qualifiez-vous le spectacle avec Jean-François Copé vous donnez depuis 3 semaines? C'est un spectacle lamentable parce que cette élection a été une élection lamentable. Tout le monde le reconnaît aujourd'hui. Elle a été l'objet d'innombrables irrégularités. C'est une élection... De part et d'autre? Non, c'est une élection qui a été irrégulière dans son organisation. Et les choses ont culminé avec l'inversion des résultats, comme l'a reconnu lui-même le président de la commission chargée du contrôle des opérations de vote. Donc aujourd'hui, tout le monde reconnaît qu'il faut voter. Que la seule façon de laver les soupçons sur cette élection, la seule façon de redonner une légitimité à l'équipe de direction de l'UMP, c'est un nouveau vote. Tout le monde le reconnaît, les parlementaires, les militants, les sympathisants, les Français dans leur immense majorité. On va voir ça, d'autant plus que ce soir, vous vous rencontrez avec Jean-François Copé à huis clos pour une 5e fois. Est-ce que c'est la dernière fois? J'ai essayé, depuis le début de cette crise, de trouver des solutions et des compromis. J'ai proposé une direction provisoire sous l'autorité d'Alain Juppé parce qu'il avait été le premier président de l'UMP. J'ai accepté le projet de médiation d'Alain Juppé qui a été refusé. J'ai accepté de discuter avec Jean-François Copé pour essayer de trouver une solution pour sortir de la crise. Vous voyez cette litanie. Et je constate aujourd'hui... J'ai accepté. Ça prouve que je suis un homme de bonne volonté. Et ça prouve que mon souci premier, c'est l'unité de ma famille politique. J'ai discuté avec Jean-François Copé. Je constate aujourd'hui qu'on est prêt à se mettre d'accord sur les conditions d'une nouvelle élection, puisque au fond tout le monde lui-même reconnaît que cette élection s'est mal déroulée. On va le voir. Qu'on est d'accord pour mettre en place une direction partagée de l'UMP jusqu'à cette nouvelle élection pour que toutes les sensibilités de notre famille politique se sentent représentées dans une formation politique unie. En revanche, on a un problème sur la date. Je pense qu'il faut une élection dans les meilleurs délais. Il faut une élection en tout cas... C'est-à-dire, on va essayer Moi, d'être précis. j'avais souhaité que l'élection soit dans les 2 ou 3 mois, c'est-à-dire le délai matériel pour l'organiser. Il y a un certain nombre de voix à l'UMP qui ont proposé que l'élection ait lieu un peu plus tard, au printemps, après une réforme des statuts, et que ce soit une élection complètement nouvelle. Fillon, eh bien, je vais vous dire, moi, je suis d'accord avec toute solution démocratique dans un délai raisonnable. S'il s'agit de revoter avant l'été, avec une réforme des statuts, en ouvrant complètement le jeu à de nouvelles candidatures pour assurer une sorte de réoxygénation de notre parti politique, j'y suis favorable. C'est-à-dire la seule chose que je ne peux pas accepter, c'est que cette élection soit repoussée après les élections municipales. Pourquoi ? Parce que après les élections municipales, il y a les élections européennes, il y a les élections sénatoriales, il y a les élections régionales, il y a les élections cantonales. Alors l'UMP va traîner cette crise et ce soupçon pendant toute cette période pour finalement trancher la question au milieu d'élections qui sont des élections qui sont très importantes pour construire le redressement national. Est-ce que c'est la dernière fois que vous vous retrouvez ce soir en tête-à-tête? Parce que vous Écoutez, décidez je parlerai toujours avec tout le monde, y compris avec Jean-François Copé. Simplement, je dis aujourd'hui, ça suffit. Maintenant, il faut que les élections aient lieu dans un délai qui soit un délai raisonnable. Et ce délai raisonnable, c'est au printemps, c'est avant l'été, c'est en tout cas avant qu'on rentre dans la période de préparation de cette succession d'élections qui auront lieu en 2014 et en 2015. Vous vous retrouvez l'un face à l'autre, sans témoin et seul. Comment ça se passe? Et à quel moment le ton monte entre vous deux? Non, mais c'est normal qu'on parle. On est des responsables politiques, on a le souci de l'avenir de notre pays. Je veux dire, moi, je ne me bats pas pour moi. J'ai d'ailleurs indiqué dès le départ que je ne serais probablement pas candidat à une nouvelle élection à la présidence de l'UMP. À la présidence de l'UMP. Mais je n'ai pas l'habitude... C'était peut-être le fruit de la colère. Non, Est-ce que c'est maintenu? Pas du tout. J'ai pas l'habitude de changer d'avis. Ce n'est pas un combat pour moi. La question qui est posée pour moi aujourd'hui, c'est d'engager un effort de rassemblement des Français en vue du redressement national. Mais pour cela, nous avons besoin que le premier parti de France soit un parti qui soit irréprochable. Mais est-ce que ça veut dire... Jean-Pierre Elkabbach, dans quel pays sommes-nous? On est la 5e puissance du monde. Et on accepte qu'il y ait des tripatouillages aux élections à la tête du Parti socialiste, mis sous le tapis. Et aujourd'hui, on accepte qu'il y ait des tripatouillages à la tête du premier parti politique de France. Il n'y a pas une démocratie en Europe du Nord où ceci serait accepté. On peut se demander aussi pourquoi un Premier ministre qui était jugé homme d'État, qui a gouverné la France pendant 5 ans avec Nicolas Sarkozy, s'est exposé de cette manière et est allé chercher... parce qu'au fond, votre ambition, c'est quoi? C'est d'être chef de parti?
Mon ambition, c'est de participer au redressement de mon pays. Non, mais en tant que J'ai chef de dirigé parti... la majorité pendant 5 ans. Je vois aujourd'hui le gouvernement socialiste qui est en train de conduire notre pays vers la récession, qui ne fait aucun effort pour lutter contre la décadence qui menace l'économie européenne. Donc mon objectif, c'est de rassembler les Français autour d'un projet de redressement national. C'est-à-dire que... Je pensais que je pouvais être utile... C'est pas forcément d'être à la tête du parti. Bien sûr que non. Je pensais que je pouvais être utile à la tête du premier parti politique de France, à la tête du premier parti d'opposition. Les conditions dans lesquelles cette élection ont été engagées jettent aujourd'hui un vrai discrédit sur ce processus électoral. Donc moi, je veux de nouvelles élections avec de nouvelles candidatures pour que l'UMP puisse prendre un nouveau départ. C'est-à-dire que le vote doit être ouvert à toutes les sensibilités. On recommence une campagne. En tout cas, c'est la proposition aujourd'hui d'un grand nombre de mes amis parlementaires. Non, mais c'est la vôtre ou pas ? Je les soutiens. Bon, deuxièmement, est-ce que vous croyez que les électeurs ont envie, et les militants ont envie de voter une nouvelle fois? Est-ce que vous je pense qu'ils ont envie de sortir de cette crise. Ils en ont assez peut-être. Ils ont surtout envie de sortir de cette crise. Ils ne peuvent pas rester dans cette situation. Ils ne peuvent pas accepter que leur parti soit soupçonné. Ils ne peuvent pas accepter une situation qui risque de conduire à une explosion de l'UMP. Parce que derrière cette affaire, il y a aussi des débats idéologiques qui sont des débats qui doivent avoir lieu. Et ils doivent avoir lieu dans un contexte électoral qui soit indiscutable. Alors vous avez dit que 2 jours après le vote, vous avez annoncé que vous pouviez annoncer à la présidence. Oui, j'avais proposé à l'époque l'UMP. une direction provisoire. Voilà, ça n'a pas eu lieu. Est-ce que votre prochaine candidature à cette élection est déjà assurée ? À quelle élection ? À l'élection du président de l'UMP. Mais pas du tout, je viens de le dire à l'instant, je ne me bats pas pour moi. Je me bats pas pour moi. Mais est-ce que ça veut dire que vous pourriez ne pas être candidat ? Bien sûr, Jean-Pierre Elkabbach, bien sûr, ça n'est plus le sujet. Le sujet aujourd'hui, c'est un nouveau départ pour l'UMP et il faut des nouvelles candidatures, il faut une nouvelle campagne, il faut des nouveaux statuts et il faut des statuts qui fassent en sorte que cette élection puisse être irréprochable. Jusqu'à quand vous présidez votre groupe RUMP ? Je présiderai ce groupe jusqu'à ce que nous ayons obtenu satisfaction. C'est-à-dire jusqu'à ce que nous ayons obtenu de nouvelles élections qui refondent la légitimité de l'UMP. Si le blocage continue, est-ce que vous en appelez à la justice ? C'est une possibilité que je me garde. Le recours est en cours de préparation. Je souhaiterais pouvoir éviter cette solution parce que je pense que nous devrions régler notre affaire de la meilleure façon qui soit, c'est-à-dire de la façon politique, de la façon démocratique, mais j'ai cette possibilité. Pour être clair, est-ce que vous acceptez que Jean-François Copé assure à la tête de l'UMP ou un intérim ou un sursis ? Est-ce que pour vous, il est président avec ou sans légitimité aujourd'hui ? Je lui ai proposé, d'ailleurs on est plutôt d'accord au fond sur cette question, qu'il y ait une sorte de direction partagée, avec des responsabilités qui soient confiées à l'ensemble des responsables politiques de notre famille, ceux qui m'ont soutenu, ceux qui ne m'ont pas soutenu. Et donc je ne demande pas le départ aujourd'hui de Jean-François Copé, je demande qu'il y ait des élections dans les meilleurs délais. Vous avez vu qu'à Chartres hier, Jean-François Copé vous a rappelé qu'être le patron de l'UMP, c'est un métier, je le cite. C'est pas juste avoir la tête dans les étoiles et attendre qu'on vous apporte votre destin sur un plateau. C'est vous, ça ? Enfin, je ne sais pas, j'ai dirigé la majorité pendant 5 ans, ça n'a pas forcément été aussi facile que cela. Et je l'ai fait de telle façon qu'à aucun moment, je n'ai eu de difficultés avec cette majorité, même dans les moments les plus difficiles. Vous m'avez pas répondu, est-ce qu'il est président avec ou sans légitimité aujourd'hui ? Aujourd'hui, il n'y a aucune légitimité à la présidence de l'UMP, l'élection est entachée de tellement d'irrégularités. Et s'il ne veut pas céder, ou accepter vos propositions, qu'est-ce qui se passe ? S'il n'y a pas d'accord ce soir pour la 5e fois, le 5e tête-à-tête à huis clos, que se passe-t-il ? Écoutez, j'espère que l'esprit de responsabilité... Non, la vie est faite d'espoir, Jean-Pierre Elkabbach, et tant que je continue à discuter, j'espère trouver une solution. Mais j'espère surtout que le bon sens va l'emporter. Mais comment vous pourriez le convaincre puisqu'il ne veut pas ? Il n'y a plus aujourd'hui, à l'intérieur de notre famille politique, une seule personne qui ne dise pas qu'il faut revoter. Voilà, donc il faut bien entendre cette voix, qui est une voix qui monte de l'immense majorité des adhérents de notre famille politique. Il n'entend pas cette voix. Est-ce que vous en appelez encore à Nicolas Sarkozy ? Non, il faut laisser Nicolas Sarkozy en dehors de tout cela. D'abord, il a choisi lui-même de se mettre en dehors. Il a par ailleurs des fonctions. Quel conseil ? Ça, je les garde pour moi, Jean-Pierre Elkabbach. Mes conversations avec Nicolas Sarkozy. Mais d'accord, voilà. On se demande à quoi bon donne-t-il des conseils puisque vous ne les suivez pas, ni vous ni lui. Mais vous ne le savez pas parce que vous ne savez pas ce qu'il m'a donné. Vous avez donné au moins le conseil de vous mettre d'accord et en respectant un ultimatum, non ? Je ne le ferai pas parler.
Après, avec les 3 législatives partielles, les Français vous ont envoyé, me semble-t-il, un message. La droite sans tête, sans avoir de tête, sans stratégie, elle peut gagner. Est-ce que ce n'est pas un appel à votre responsabilité à tous les deux? Décidez-vous et tranchez une fois pour toutes. Bien sûr, mais c'est surtout une condamnation sans appel de François Hollande et de sa majorité, qui sont sanctionnés avec une dureté incroyable, quelques mois seulement après l'élection présidentielle. C'est une situation que j'avais d'ailleurs à plusieurs reprises prédit, y compris sur votre antenne. On a un gouvernement qui est en train de nous emmener tout droit vers la récession. On a un gouvernement qui a fait preuve pendant la campagne électorale d'un déni total de la réalité, qui est aujourd'hui confronté à cette réalité et qui déçoit très violemment les Français. Comment il a géré l'affaire Mittal? Parce que vous aviez fait vous aussi trop confiance à ArcelorMittal et à Lakshmi Mittal. C'est pas la question de faire confiance, il l'a très mal géré en promettant des solutions qu'il était incapable de mettre en œuvre. En fait, la position de François Hollande sur Gandrange, c'est une sorte de populisme de gauche. C'est un populisme de gauche qui s'est brisé sur le mur des réalités. Et en agissant de cette manière, François Hollande a envoyé des signaux aux entrepreneurs, des signaux à l'économie, qui sont des signaux extrêmement négatifs. À Oslo, le président Hollande a réaffirmé hier que la crise de la zone euro est derrière nous. La chancelière Merkel dit qu'elle ne peut pas lever l'alerte sur la crise de la zone euro. De ces 2 versions, préférez-vous l'optimiste ou la pessimiste? C'est la 2e fois que François Hollande nous dit que la crise de l'euro est terminée. La vérité, c'est que ce qui est en cause, c'est la compétitivité de l'économie européenne, c'est pas seulement l'euro. Et la compétitivité de l'économie européenne, ça passe par des réformes profondes en France, qui est la 2e économie de l'Europe et qui aujourd'hui tourne le dos aux réalités et conduit une politique qui est une politique qui ne peut qu'accroître le chômage. Dernière question. Valérie Trierweiler est en procès en diffamation contre les auteurs du livre La Frondeuse. Ses avocats ont produit 2 lettres. Une du ministre de l'Intérieur Manuel Valls, l'autre brève et manuscrite de François Hollande. Beaucoup se disent stupéfaits, on porte atteinte à la séparation des pouvoirs. Le citoyen Hollande n'a-t-il pas le droit, à titre personnel, de témoigner? C'est un comportement inapproprié de la part du président de la République. Imaginez un instant, Jean-Pierre Elkabbach, la même situation avec Nicolas Sarkozy. Imaginez ce qui se dirait dans les rédactions. Imaginez quel serait le tollé général à gauche si le président de la République avait osé écrire directement à la justice comme pour l'influencer. Donc c'est un comportement qui est totalement inapproprié. Merci François Fillon. On a entendu votre colère ce matin. Bonne journée. Demain, l'invité sera Jean-François Copé. Évidemment, François Fillon qui vient donc de l'annoncer au micro d'Europe 1 que vous étiez donc favorable à un nouveau vote ouvert à de nouvelles candidatures. Merci